Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. La fête de la BD, édition 2017, l'a encore confirmé ce week-end. Bruxelles, la Belgique reste un terreau très fertile en matière de bande dessinée. De nombreux dessinateurs et scénaristes exportent leur talent bien au-delà de nos frontières. Regardez encore la Balloons Parade, Gaston Lagaffe qui fête ses 60 ans. Il y avait Boule et Bill également, on a vu passer Spirou. Et on en parle ce soir sur ce plateau avec nos invités. Alors, on reçoit Philippe Geluck. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être là. Sergio Honoré, des éditions Dupuis. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Bonsoir. Et Judith Van Istendaal. Vous êtes auteure de BD flamande bruxelloise. Et on verra d'ailleurs que la BD flamande va être à l'honneur lors d'une expo au CBBD, le Centre belge de la bande dessinée. On en parlera tout de suite. Philippe Geluck, on commence avec vous. Alors, le chat est connu dans le monde entier, évidemment. Et vous ne vous arrêtez pas puisqu'il y a un nouvel album dont on va voir la couverture qui va sortir ici le 4 octobre. Chacun son chat. Ça paraît chez Casterman. C'est le quantième album, ça déjà, Philippe? C'est le 21e. 21e. Ouais. Et mon 30e ou 32e livre. Parce oui, qu'il y a c'est ça. Eu au total, parce qu'il y a autre chose. Il y a le Docteur G, il y a le Fils du chat. Toute l'œuvre littéraire. Voilà. Et oui, voilà. Ouais. Alors, donc, Philippe Geluck, vous restez fidèle à vous-même, j'ai envie de dire. On va peut-être pouvoir regarder juste en termes d'actualité un dessin qui m'a interpellée, où là il est question des migrants, de cette tragédie dont on parle beaucoup dans l'actualité. Vous osez en rire? Pas en rire, enfin oui, en rire, oui, la scène peut paraître cocasse, mais on a presque vu une photo qui ressemblait cet été avec des migrants qui débarquaient sur une plage où il y avait des touristes qui bronzaient. Et là, effectivement, le type qui arrive, les gens qui arrivent disent comment c'est, et l'autre sur son matelas dit honnêtement, la bouffe est pas terrible. Voilà. C'est pas. Enfin, je veux dire, c'est méchant pour personne, sauf pour les méchants peut-être. Mais c'est juste, voilà, c'est tendre, je pense qu'on peut arriver à rire. Et j'ai dans cet album, comme dans un précédent, quelques pages de dessins d'actu. Parce que c'est pas la spécialité du chat. Il y a Kroll dans le soir qui fait ça. Moi, je fais des dessins intemporels. Mais j'ai dessiné quelquefois sur l'actualité dure. J'ai fait des dessins sur Trump, etc. D'ailleurs, sur Facebook, le jour où Trump a été élu, j'ai mis un dessin qui a été vu en 2 heures 7 millions de fois. Donc, ce sont des sujets, évidemment, qui passionnent les lecteurs. Oui, mais ce n'est pas ma spécialité. Il y en a dans l'album aussi, ouais. D'accord, mais en tout cas, le ton reste le même. J'allais dire, Philippe Geluck reste fidèle à lui-même. On va revenir un petit peu sur l'histoire du chat. Il est né en 83, premier album en 86. Il est né dans le journal Le Soir. Oui. Premier album en 86. Mais à partir de quel moment il y a eu ce déclic et le chat a été connu à l'étranger, notamment en France? Oui, alors le phénomène a été très belgo-belge au départ. Le Soir, évidemment. Alors il est devenu un personnage familier en Belgique. Et puis les ventes d'albums représentaient 1 pour la France, 9 pour la Belgique, ce qui est complètement inverse de l'habitude. Et c'est resté comme ça. Et puis en fait, ça a correspondu à ma présence dans un journal en France qui était Info Matin, un quotidien, et puis à ma présence sur France Inter aux côtés de Laurent Ruquier. Et puis le grand boom, ça a été lorsque je suis arrivé sur France 2 aux côtés de Michel Drucker. Il faut dire qu'on avait 6 millions de téléspectateurs chaque dimanche, et ça a mis un coup de projecteur énorme sur mon travail de dessinateur, et les ventes d'albums en France se sont envolés, on fait x15 par rapport à avant, et le chat est devenu une des meilleures ventes de BD en France, ce qui est fabuleux. C'est vrai que oui, dans le monde entier, c'est pas totalement le cas. Encore. Et justement, alors dans le monde entier, à l'étranger, est-ce que ça a suivi la France et l'engouement? Comment ça se passe? Alors le phénomène est très francophone. Les ventes de livres, c'est Canada, Suisse, France, Afrique, francophone, etc. Belgique, ça c'est incontestable. Maintenant, dans les traductions, ça reste très anecdotique. Je suis traduit dans une quinzaine de langues, mais ce qui m'étonne, c'est que des gens... on va voir d'ailleurs quelques couvertures dans différentes langues. Oui. D'ailleurs, la première, c'est même pas à l'étranger, c'est du bruxellois. J'ai découvert ça, de Cat SVS Content. C'est une traduction en bruxellois, flamand. Mais je suis traduit en néerlandais et le chat fonctionne bien. La BD, on en parlera tout à l'heure, n'a pas le même impact en Flandre qu'en francophonie, mais pour une BD, elle marche très bien en Flandre.
Et bon, j'ai une traduction en arabe, en farsi, en anglais, en espagnol, en brésilien. Oui, alors c'est très sympathique. Ce qui est surtout impressionnant et touchant, c'est que quand des gens me parlent de mon travail, des Chinois, des Finlandais, et qui me disent « Mais j'ai dit quoi, c'est pas traduit dans votre langue ?» Non, mais on le lit en français. Et on vous connaît très bien dans notre village. Donc voilà, incroyable ça. Alors je vais me tourner vers Sergio Honoré. Vous êtes donc des éditions Dupuis. Même question, et là on va peut-être s'intéresser aux personnages de chez Dupuis qui fonctionnent bien. Vous m'avez dit, c'est Spirou qui fonctionne le mieux à l'étranger. Alors pour l'instant, oui, c'est Spirou et Fantasio, mais il faut dire aussi que c'est un catalogue, il y a plus de 70 albums, donc effectivement il y a un rayonnement, mais c'est vrai que historiquement, c'est le personnage de Spirou et Fantasio. Alors ça tombe bien, parce que c'est un personnage qui nous appartient, donc on gagne beaucoup de droits à l'étranger en faisant du Spirou et Fantasio en des tas de langues. D'accord, donc ça vous arrange. Et dans des tas de langues, ça veut dire... En fait, la première langue et celle où on édite le plus, c'est l'allemand. Oui, il faut préciser que vous êtes présent aussi en France, donc en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Donc pour vous, l'étranger, ça démarre après. Mais les éditions Dupuis, tout comme les éditions du Lombard, en fait, sont des éditions, on va dire, en premier lieu francophones. Et donc, en fait, notre marché naturel, c'est la Belgique, la France, et qui est vraiment le plus gros marché, la Suisse francophone, le Québec, et puis effectivement certains pays d'Afrique, mais ça c'est vraiment marginal. Donc en fait on vend des droits à des éditeurs étrangers, comme en Allemagne, ou bien et donc c'est en Allemagne que ça fonctionne le mieux. Voilà, Spirou et Fantasio est le plus connu, mais c'est en Allemagne, et puis dans les pays de Scandinavie aussi, entre Danemark, Suède, Norvège. Voilà. Comment il s'appelle en allemand, Spirou? Il s'appelle Spirou. Par contre, en néerlandais, comment s'appelle Spirou? Robe douce. Voilà. Mais il le sait mieux que moi. Et Fantasio, c'est Quabernoot. Fantasio. Non, c'est Quabernoot. Quabernoot. Robe douce et Quabernoot. Bon, Judith, il faut relire les classiques. Alors, peut-être une petite question par rapport à l'impact du cinéma aussi sur les ventes. Le Petit Spirou, le film est sorti, là, il vient de sortir il y a quelques jours. On va regarder un extrait de la bande-annonce et puis on en parle juste après. C'est pas facile d'être un héros, surtout quand on est petit. Heureusement, je suis bien entourée. Lui, c'est mon grand-père. Il me donne les meilleurs conseils pour faire des faux mots d'excuses, des blagues super nulles, et surtout, pour parler aux filles. Elle, c'est Mademoiselle Chiffre. Mon papy, il dit que lui aussi, il aimerait bien que ce soit sa maîtresse. Il y a aussi Monsieur Mégot, mon prof de gym. Lui, il répète tout le temps qu'un sportif intelligent évite l'effort inutile. Eux, c'est mes copains. Bon, pour le chant, il y a encore du boulot. Heureusement qu'il y a l'Angélus. Lui, sa grande passion, c'est la musique classique. Elle, c'est ma mère. La plus cool des mamans. Et la plus jolie de toutes, c'est Suzette, mon amoureuse. Faut qu'on parle. Comment t'oses me quitter sans me prévenir? Comme dirait mon grand-père, on travaille aux fondations de notre couple. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit, je m'appelle le Petit Spirou. Alors, on a reconnu Pierre Richard, Natacha Régnier, le chanteur Catherine. Est-ce que ça a des conséquences, Sergio Honoré, sur la vente, par exemple, des albums du Petit Spirou, un film comme celui-là? Eh bien, si le film est bien fait, et celui-ci est très bien fait, puisque Nicolas Barry est un très bon réalisateur et directeur d'acteurs et surtout d'enfants. Donc, selon le succès du film, eh bien, oui, ça a un impact sur les ventes de bandes dessinées. C'est-à-dire que la nouvelle génération de lecteurs qui ne lit pas de bande dessinée, mais qui va au cinéma, se dit « Ah, ben si je retrouve le même personnage en bande dessinée, je vais en acheter les albums. » Si le film est mauvais et qu'il ne fait pas de carrière, ben, ça n'a aucun impact du tout. Alors vous l'avez vu, hein, c'est un film avec des acteurs français, Pierre Richard, Philippe Catherine, Natacha Régnier, bien qu'elle soit belge. Mais ça veut dire que ce n'est pas un film qui va s'exporter au-delà d'un marché finalement très franco-français ou européen, il doit y avoir quelques c'est ça. Donc on reste sur votre marché de prédilection. Voilà. Mais cela dit, les passages télé sont aussi très impactants. Par exemple, quand il repasse à la télé Le Chat avec Jean Gabin et Simone Signoret, on vend 3 albums le lendemain. C'est recta. Ouais. Ah ben oui, ça on imagine que ça doit avoir un impact assez incroyable. Dans les maisons de retraite. Alors, je vais me tourner vers notre troisième invitée, Judith Van Nistendal. Alors, je l'ai
médias. Vous êtes auteur de BD flamande ici à Bruxelles. Vous avez étudié la bande dessinée à Sint-Lucas. Et vous donnez cours d'ailleurs aujourd'hui là-bas. Très bonne école. Très bonne école. On a beaucoup d'élèves francophones d'ailleurs. Ouais. Ah, ben voilà. C'est lié à Saint-Luc. C'est Saint-Luc, Sint-Lucas, non? C'est complètement séparé. Mais il y a beaucoup de francophones qui viennent en master chez nous pour refaire une année. Ouais. Et votre dernier album vient de sortir, donc c'est paru chez Lombard, Salto, l'histoire du marchand de bonbons qui disparut sous la pluie. On voit la couverture ici à l'écran. C'est une histoire semi-autobiographique Moi, je n'en ai rien. Moi, j'ai juste dessiné l'histoire, mais c'est l'histoire de Marc Bellido, qui est le scénariste, qui a été garde du corps au Pays Basque pour protéger des politiciens contre des attaques terroristes de l'ETA. Voilà, et donc on suit effectivement ici l'histoire, et son désespoir. Sa vie. Ouais. Et donc vous signez le dessin ici dans cet album. Alors dites-moi, c'est indispensable aujourd'hui, quand on fait de la BD flamande, d'être traduit en français? C'est pas indispensable, mais c'est quand même mieux. La Flandre, c'est très petit. En tout cas, si on veut toucher mais si on veut gagner sa vie avec, oui, c'est quand même important, parce que les Hollandais, ils ne lisent pas de BD. Il y en a 14 millions, mais ils ne lisent pas de BD. Les Flamands, ils lisent beaucoup de BD, mais il n'y en a que 6 millions. Donc, le marché, il est trop petit. Il est, par contre, très bien subventionné par le Vlaams Fonds voor de Lettres, qui fait un travail énorme pour que les auteurs puissent faire leur travail. Voilà, donc c'est le Fonds flamand des lettres qui soutient les auteurs de BD, notamment pour les traductions en fait. Aussi pour les traductions. Donc je pense que les 2 premières traductions vers une langue, donc vers chaque langue, sont subventionnées par le Vlaams Fonds voor de Lettres. Donc le 3e livre, là déjà, tu dois t'en sortir toi-même. Mais déjà, les 2 premiers, c'est déjà pas mal. Donc moi, je trouve ça hyper important. Je dis ça toujours à mes étudiants. Essaye d'apprendre le français, essaye de rencontrer les francophones parce que c'est important, c'est un marché beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de possibilités, les éditeurs, les maisons d'édition sont beaucoup plus grandes, donc ont beaucoup plus de possibilités. Vous êtes au Lombard quand même, oui, donc ça c'est déjà pas mal. Oui, c'est grand. Ouais. Et tu as une édition originale en néerlandais qui est traduite ou bien c'est directement pour l'édition française? Bon, donc là, ça a évolué. Au début, mon premier livre, c'est une adaptation d'un texte néerlandophone. Après, j'ai écrit en néerlandais et en français en même temps. Mais quand je suis arrivée chez Lombard, Gauthier van Meerbeek, le chef de Lombard en Belgique, il a dit, bon, Judith, tu choisis une langue. Parce que moi, je ne sais pas suivre ça. Moi, on ne sait pas faire la rédaction, c'est impossible. Et vous avez choisi quoi? Le néerlandais, parce que c'est ma langue maternelle. Voilà, c'est très simple, c'est ma langue, quoi. Et vous dites, les Flamands lisent beaucoup de BD. On va voir que la BD flamande sera à l'honneur lors d'une exposition au CBBD. Est-ce que les Flamands lisent beaucoup de BD flamandes? Peut-être c'est là la question. Oui. Il n'y a pas tout qui est traduit vers le flamand. Ah oui. Ça, c'est vrai, oui. Mais il y a une spécificité de la bande dessinée flamande. Elle est très différente de la BD francophone, c'est-à-dire c'est beaucoup plus divers, je trouve. Donc c'est un monde petit, mais tous les auteurs sont très... Il y a une diversité énorme. Bon, c'est très axé sur l'image, je trouve aussi. Donc l'image est très importante, très artistique, très développée. C'est comme dans l'illustration, les Flamands sont très connus en Europe, dans le monde, pour vraiment leur fixation sur cette image qui doit être impressionnante, belle, artistique, etc. Et bon, ils oublient, je trouve, parfois l'histoire. Ça, c'est un petit peu un défaut de la bande dessinée moderne en général. Oui, on peut dire ça, mais la bande dessinée flamande en ce moment, elle est assez moderne, elle est assez contemporaine, elle est assez renouvelant. Elle est en train de se renouveler beaucoup. Mais donc vous êtes traduite en français, ça veut dire que vous vous attaquez au marché en France. Oui. C'est facile ou pas? Non. Quelles sont les difficultés? Je pense que ça dépend de l'auteur. Par exemple, Brecht Eves, il a pénétré le marché français même plus qu'en Flandre, donc il est plus connu en France qu'en Flandre. Moi, donc chaque livre est traduit directement en français parce que mon éditeur de base, c'est le Lombard. Donc tous les droits d'auteur sont chez eux. J'ai toujours une très bonne presse, donc la presse, j'ai des interviews, je me prête de l'attention, donc je suis vue par la presse, mais les ventes, c'est très difficile. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé
la cellule des commerciaux de Lombard pour savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois changer, parce que ça ne vend pas. Un conseil peut-être, Philippe. Alors, pourquoi la raison, c'est qu'il y a 5000 titres qui sont publiés chaque année en français, que c'est beaucoup trop, que le marché ne peut pas accepter, et que la vente moyenne d'une BD, c'est, je crois, 1200 exemplaires. Ah non, moi j'ai beaucoup plus de ventes quand même. Oui, non, voilà, la vente moyenne. Mais à côté de ça, tu as les blockbusters qui font 300, 400 000, 500 000, et donc il faut imaginer tous ceux qui font 100, 200, 300, tous ceux que les libraires ne sortent même pas des caisses. C'est terrible. C'est terrible. Tu as des caisses qui arrivent de chez l'éditeur, il n'a pas la place pour le mettre et la caisse repart. Et elle ne repart pas chez l'éditeur, elle repart au recyclage à papier. C'est horrible, c'est horrible. Vous avez le même regard, Sergio? Oui, tout à fait, effectivement. Et on peut dire aujourd'hui que les maisons d'édition, les grosses maisons d'édition, il y a un petit pourcentage des sorties et des blockbusters. Chaque grosse maison, comme le Lombard, en a 2 ou 3 qu'ils répartissent chaque année. Mais en fait, cette partie-là, qui est même pas un tiers de notre production, eh bien... Enfin, même pas, vraiment, même pas, permet de sortir les autres albums et des jeunes auteurs. Et quand on sort 1200 exemplaires d'un même volume, un auteur, c'est très très compliqué pour lui d'en vivre. Et donc en France, il y a beaucoup d'auteurs qui partagent leur travail entre l'illustration, la publicité, le dessin animé et la bande dessinée. En Belgique, heureusement, qu'il y a le Fonds des lettres qui permet une certaine aisance, enfin une aisance relative. Ça donne une liberté, une tranquillité. Aujourd'hui, vous en vivez, vous, de la bande dessinée? J'en vis parce que j'ai aussi le Vlaamse Sourd de lettres, parce qu'ils me donnent une bourse. Et parce que tu es professeur aussi. Parce que je suis prof, donc... Mais les subventions, ça me donne la liberté totale de vraiment me lancer dans une histoire et de travailler 3 ans, 4 ans sur un livre. Et de vraiment faire un travail de fond. Un luxe, là. Ce que disait Sergio est fondamental. Il y a cette transmission. Moi, quand j'ai commencé, quand j'étais jeune auteur, il y avait Hergé qui était encore là, il y avait Martin, il y avait Pratt, Hugo Pratt, un truc. Et eux permettaient de découvrir des jeunes auteurs. Maintenant, je me retrouve de l'autre côté, et c'est une des raisons pour lesquelles je tiens absolument à rester avec mon éditeur, parce qu'on m'a dit, mais vous vendez 300 000, 350 000 exemplaires, vous pourriez faire de l'auto-édition, parce qu'alors l'éditeur, il fait ça tout seul et il prend tout le pognon. J'ai dit non, jamais. Parce que c'est de mon devoir de continuer à travailler avec l'éditeur pour qu'il puisse continuer à exister et à aider des jeunes auteurs à apparaître, à naître, à grandir et à devenir les grands de demain. Alors, un petit mot sur... vous disiez, c'est assez finalement marginal ou anecdotique, la vie du chat traduit dans d'autres langues que le français. Malgré tout, est-ce qu'il faut adapter les albums à un public parfois très différent du public francophone? Je sais, par exemple, on a aussi la couverture en arabe, la version libanaise. Est-ce qu'il y a des choses qui sont censurées, par exemple? Pas censurées, mais l'éditeur préfère, par exemple, qu'on ne mette pas de mes dessins sur la burqa ou sur des djihadistes dans ces éditions-là. Parce qu'il dit, c'est pas la peine. Si l'édition arabe du chat était déjà un succès, je pourrais le faire. Parce que je n'ai pas de tabou là-dessus. J'en ai parlé beaucoup, même sur Maghreb TV. On me questionnait après les attentats de Charlie Hebdo, est-ce qu'on peut faire... Je dis oui, moi je continue à faire des dessins sur les problèmes graves. Je continue à dessiner des djihadistes, des femmes en burqa, etc. Mais dans cette édition-là, pour une première édition en arabe, ce n'était pas la meilleure chose à faire. Maintenant, pour moi, la base, c'est la traduction en néerlandais. C'est ma première traduction. Et je me dis que si on peut le traduire en néerlandais, on peut le traduire dans toutes les langues après. Ce serait en espagnol ou en anglais, c'est la même chose. En fait, on doit, dans mon cas, évacuer tous les jeux sur les mots, les jeux de mots, les choses comme ça. Ça, on n'essaye même pas, ce n'est pas possible. Non, ça, mais tout ce qui est une idée, un gag, etc., on le traduit. Et donc, une fois que ça a été traduit pour l'édition néerlandaise, après ça peut partir. C'est quelle maison d'édition? C'est Balloon à Anvers. Et vous, Judith, vous êtes traduite aussi dans différentes langues, italien, espagnol, polonais. C'est facile, ça doit être assez intéressant de voir son ouvrage, son œuvre qui tout à coup est traduite comme ça en une langue si différente. On comprend c'est ça. On peut rien. Mais nous, on reçoit parfois des fichiers traduits à valider. Et alors on fait, mais comment voulez-vous que je valide du serbe? Pas possible. Mais bon, c'est vrai que moi, comme j'ai toujours des sujets un peu, disons, durs et
politique, parfois aussi. Mon premier livre, c'était en néerlandais, ça s'appelle De Maagd en de Neger, donc ça veut dire la Vierge et le nègre, carrément. On n'a pas pu traduire ça comme ça. C'est devenu la jeune fille et le nègre. Ils ont quand même utilisé le mot nègre. Mais par exemple, le pays où j'ai toujours le plus de problèmes de traduction, c'est l'Allemagne. Parce qu'ils sont incroyablement politiquement corrects. Et par exemple, mon deuxième livre, David, les femmes et la mort, c'est sur un homme qui meurt d'un cancer et il reçoit l'euthanasie. David, les femmes et la mort qu'on voit ici à l'antenne. Donc l'euthanasie, en Allemagne, on ne peut pas parler de ça. Donc en Allemagne, ce livre, il est devenu un acte politique. Or, chez moi, c'était juste... une façon, un témoignage. Un témoignage, ça n'avait rien de politique, ça parlait d'émotions, de cancer. Et bon, il reçoit l'euthanasie parce que chez nous, c'est souvent comme ça, c'est le cas. On est très en avance, en Belgique. Et donc, le pays où j'ai dû changer le titre de La jeune fille et le nègre, c'était l'Allemagne. Le pays où j'ai eu des commentaires sur l'euthanasie, c'était l'Allemagne. C'est le pays où j'ai le plus de problèmes avec les traductions, avec les publications de mes livres. C'est bizarre. Vous avez eu ce genre d'expérience puisque vous parliez de l'Allemagne comme premier... Alors, pas vraiment avec l'Allemagne, mais par exemple, les éditions numériques qui sont en vente sur des stores genre Google ou Apple, comme c'est distribué mondialement et que les Américains sont quand même des gens très prudes, eh bien, il y a certaines illustrations certaines cases qui ont dû être maquillées parce que trop... Olé, olé. D'accord. Moi, j'ai eu ce même problème avec mon premier livre. J'étais dans la sélection officielle d'Angoulême, ou le deuxième, je ne sais plus. Bon, un des livres était dans sélectionné pour le festival d'Angoulême. Et c'est La jeune fille et le nègre, c'est 2 tomes, tous les deux sélectionnés. Et il y a une scène de sexe entre une femme nue et un homme nu, et elle est blanche, il est noir, et ça a été censuré. Mais enfin... Sur les médias digital Apple. C'est ça. Pour donc, les sélections officielles d'Angoulême, et mon livre, c'était censuré. Mais le Schtroumpf noir, il est mauve. Aux États-Unis, il est mauve, il est violet. C'est incroyable, ce que vous dites là. Ouais. Et l'édition numérique, ça fonctionne bien aujourd'hui? C'est tout petit, mais ça grandit. On va dire, effectivement, quand les tablettes sont apparues, ça a doublé de volume, mais ça a doublé de volume venant de rien. Et puis, ils ont fait 60 au lieu de 30. Mais enfin, c'est ça. Oui, mais c'est pas. Je pense que la bande dessinée classique sur papier en album a encore de beaux jours devant elle, parce que ce n'est pas aussi bien. Mais ça dépend. En plus, c'est une grammaire qui a été constituée à partir des desiderata des imprimeurs. Moi, j'ai des expériences avec 3 livres qui ont été digitalisés pour iPad, comme ça, pour swipe, les tablettes. Les tablettes. La jeune fille, le nègre, c'est noir et blanc, donc c'est pas du tout intéressant sur iPad. Aussi, les pages sont avec 4 bandeaux, donc ça c'est... Mais par exemple, David, les femmes et la mort, c'est un livre avec que 3 bandeaux, ça s'appelle. Et c'est en aquarelle. C'est très beau. Oui, parce que c'est lumineux. Magnifique. Moi, je préfère la meilleure édition, c'est la numérique. Je suis d'accord. Pour l'auteur, c'est très flatteur, mais il faut penser au lecteur. Et pour le lecteur, c'est chiant. Mais c'est vraiment un langage qui a été construit sur... à l'époque, les imprimeurs, ils imprimaient des pages A4, et puis c'était 8 pages. Donc voilà, c'est le format des albums, etc. Moi, je pense que sur iPad... si bande dessinée doit y avoir, elle doit avoir sa propre grammaire, sa propre... On pourrait y arriver. Il y a une très belle application qui est sortie, qui est gratuite, je crois, qui s'appelle Lingozing, et qui permet d'apprendre les langues étrangères à travers la bande dessinée. Alors le catalogue, moi j'y suis, il y a les Schtroumpfs, je crois, il y a Superman, il y a des comics américains, et donc tu achètes un livre en digital, et puis tu le lis. Alors tu peux écouter
en audio ce que disent les bulles, tu peux le lire, tu peux voir la traduction, tu peux t'enregistrer, etc. Ouais. Et je trouve que c'est un formidable outil pédagogique pour... voilà, la BD pour apprendre les langues étrangères. Ouais. Encore un petit mot avant de nous quitter, on a parlé beaucoup d'Europe, de l'Allemagne, etc. Par exemple, les États-Unis, Sergio, vous me disiez, ça c'est un marché, vous me disiez tout à l'heure que c'est un marché qui est difficile. Mais ça a l'air d'être un marché formidable, parce qu'on se dit, les États-Unis, ça doit être grand, et puis il y a des tas de gens. Ben non, en fait, un livre c'est très rare un livre qui se vend d'abord à des éditeurs américains. Ils sont beaucoup plus friands parce qu'ils n'ont pas cette culture de la bande dessinée franco-belge avec des gros nez. Enfin, le chat a un gros nez, mais c'est différent quand même. Mais je veux dire, de l'Astérix ou du Gaston, cette école-là, donc ils n'ont pas cette habitude-là. Ils ont l'habitude du comics ou alors maintenant du roman graphique, ce qui les intéresse beaucoup plus, mais c'est pas non plus des ventes extraordinaires. Je crois que dans les ventes qu'on a, les États-Unis doivent être au 6e rang avec une toute petite part de marché. Et vous avez pris les choses dans l'autre sens, si je puis dire, parce que les Mignons fonctionnent très bien aux États-Unis et vous avez décidé de faire une BD. Alors c'est vraiment parce qu'on était proche du réalisateur et donc on lui a dit ce serait bien de faire une BD des Mignons. Il a dit ok, d'accord, je vais aller convaincre mes amis de Los Angeles parce que c'était pas évident. Et donc on a eu l'autorisation de faire une bande dessinée des Mignons qui est une propriété d'Universal aux États-Unis. Donc on l'a faite en Belgique en plus, et donc on a pu la vendre effectivement dans le monde entier. Et quand ils se sont rendus compte que c'était nous qui vendions dans le monde entier, ils se sont dit peut-être qu'on va revoir l'équation d'ailleurs. Et il y a un pays très, très étonnamment, on s'est tous renseignés, la Russie est un pays qui est complètement fermé à la bande dessinée. C'est pas du tout... C'est pas dans leur culture. Non, je crois que le plus grand succès a fait 2000 exemplaires en Russie. C'est pas du tout dans leur culture, ça les intéresse pas. Ils s'en tapent. Donc c'est pas la peine d'y aller. Voilà, ce qu'ils voudraient faire, c'est la vente des dessins animés comme Boule et Bill, etc. C'est qu'ils voient la bande dessinée comme un produit dérivé simplement, ou les Schtroumpfs, la bande dessinée est un produit dérivé des films ou des séries animées. Donc c'est vu comme ça aujourd'hui même. Donc c'est une bascule de la bande dessinée. Eh bien, en tout cas, on est ravis de voir que la BD belge et flamande aussi s'exporte ainsi à l'étranger. Je vais rappeler quand même, Judith, puisque vous y participez, il y a cette expo sur la BD flamande qui va démarrer à partir du 19 septembre au Centre belge de la bande dessinée. On pourra voir des planches originales de vos 3 albums dont on a parlé durant l'émission. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus partager votre passion. Et voilà, aujourd'hui reviendra régulièrement sur BX1. Donc je vous retrouve très bientôt avec d'autres invités. Bonne soirée.